Les violences conjugales n'ont pas de profil type. Elles peuvent toucher toutes les femmes sans distinction d'âge, d'origine ou de statut. Brisons les stéréotypes, parlons-en, soutenons les victimes. Ensemble, faisons du bruit contre le silence. C'est le leitmotiv de la militante féministe et écrivaine romancière Sarah Barouk. Elle est justement avec nous en direct ce matin. Bonjour Sarah. Bonjour Ilana. Merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, vous êtes la fondatrice de l'association 125 et des milliers, d'un livre d'ailleurs au titre éponyme, un livre dans lequel 125 victimes de féminicide racontent, en tout cas victimes de violences conjugales racontent. Et vous n'arrêtez pas, Sarah, puisque vous lancez un nouveau mouvement, Safe Place, label RSE, qui permet aux entreprises de s'engager concrètement. On sait que la soirée d'ouverture aura lieu mardi prochain à l'Olympia. Alors, c'est quoi Safe Place d'abord? Est-ce que vous pouvez nous dire comment est né ce projet? En fait, je me suis rendu compte, déjà ça a été ma vie, que la plupart des victimes de violences conjugales travaillent. Ça n'existe pas. Le mythe de la femme recluse chez elle qui n'a aucun accès à la société, c'est un mythe. 62% des plaignantes sont salariées. Donc, quand on exclut de cette proportion celles qui sont encore étudiantes et celles qui sont retraitées, on se rend compte que plus de 70% des victimes de violences conjugales, elles sont dans l'entreprise, où les 2/3, où elles passent les 2/3 de leur temps et où elles ne sont pas, en général, en présence de leur agresseur. C'est valable aussi pour les hommes victimes de violences conjugales, qui existent malgré tout. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, les meilleures stratégies d'intervention, les meilleures campagnes contre les violences conjugales, si ce sont des affiches dans des commissariats où les victimes ne vont pas, ou des spots de télévision qui passent à 20h quand on est assis à côté de notre agresseur, ça ne fonctionne pas, voire c'est pire. Donc, comment faire pour développer ce que moi j'appelle l'aller vers, c'est-à-dire parvenir à faire le chemin vers les victimes et pas le contraire. Et en fait, ça se passe dans l'entreprise. Et les entreprises, alors, je ne leur demande jamais de se substituer à des assistantes sociales, c'est pas leur métier. En revanche, il y a beaucoup de solutions qu'elles sont seules à pouvoir mettre en place. Donc, j'en ai listé 60 et je propose aux entreprises d'en adopter 3 la première année et une de plus les années suivantes. Alors, justement, 60 actions concrètes, gratuites ou peu coûteuses, ça c'est important. Avant de parler justement de ces actions, ce qu'il faut dire, c'est qu'en Europe, ça a un coût quand même pour les entreprises, la violence. En fait, la Fondation FACE a mené une étude. Alors, il y en a une d'étude, ça n'intéresse pas énormément de monde, ces sujets, alors que ça concerne des millions de personnes. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on comptabilise uniquement les frais de licenciement et les absences ponctuelles, c'est 2% du PIB des entreprises en Europe, c'est-à-dire pas loin de 58 milliards. Ouais, c'est énorme. Les violences conjugales uniquement. Absentéisme, désengagement, perte de productivité, turnover, risques psychosociaux. Donc ça a des conséquences aussi pour les entreprises. En fait, pourquoi est-ce que c'est un label RSE, donc qui a trait à la responsabilité sociale et sociétale des entreprises? C'est parce que tout simplement, la RSE, c'est une manière d'évaluer les risques. À partir de quand un risque potentiel devient un risque matériel pour une entreprise. Et en réalité, il y en a au moins 5 des risques liés aux violences conjugales pour une entreprise. Qu'il s'agisse de licencier pour ce que l'on pense être des fautes graves, alors qu'en fait il s'agit de signaux faibles de violence, qu'il s'agisse de la cohésion de l'équipe et de l'impact sur les collègues, parce que quand vous savez que votre super copine de bureau, elle se fait battre et que c'est pour ça qu'elle n'est pas là, vous allez avoir tendance à compenser son travail pour qu'elle ne se fasse pas renvoyer. Donc ça crée des déséquilibres, éventuellement des arrêts maladie de la part des collègues, moins d'efficacité, et je ne parle même pas des risques les plus dangereux qui sont les risques juridiques par exemple. C'est-à-dire que si une salariée se fait tuer ou qu'elle se retrouve en fauteuil roulant parce qu'elle a été battue ou jetée par la fenêtre, ce qui est malgré tout assez courant, puisqu'il y a quasiment 2000 féminicides et tentatives de féminicide par an, donc c'est pas anecdotique. Eh bien en fait, évidemment qu'on ne peut pas se retourner contre l'entité entreprise. En revanche, les collègues et managers peuvent être accusés de non-assistance à personne en danger. Alors vous l'avez dit, Sarah, vous avez mis en place une 60aine d'actions. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes, simples mais efficaces par exemple? L'idée en fait, c'était de mettre à contribution parce qu'on a vécu, parce que je ne suis pas toute seule dans ce label en tant que victime, et par exemple autoriser une salariée ou un salarié à aller porter plainte sur le temps de travail. Parce que lorsqu'on est fliqué chez soi
qu'on est menacé de violence, on n'a jamais 3 heures le samedi après-midi pour dire je reviens. Donc ça, c'est pas possible. Alors que si on a l'alibi d'être au travail, quitte même à rattraper ces 3 heures à un autre moment, il n'y a pas de problème. C'est ne plus verser de salaire sur des comptes joints, par exemple. Parce que une victime qui veut prendre attache avec une avocate, qui veut verser la caution d'un nouvel appartement, etc., ne peut pas le faire si son salaire est immédiatement confisqué et les dépenses observées sur un compte joint. Donc, en fait, ça coûte rien aux entreprises. Ouais. Sauf que ça change totalement la donne pour les victimes. Ça s'adresse à quel type d'entreprise ? Est-ce que toutes, même les plus petites ? Même les plus petites. Alors, on a évidemment, il y a un coût d'adhésion, parce que c'est beaucoup de temps de faire ce genre de choses, mais il est dégressif. Il est, adapté au nombre de salariés. Donc, les toutes petites entreprises, ça ne va pas coûter grand-chose. Et puis, les grands groupes, ça va être un peu plus. Mais de toute manière, le prix a été calculé pour ne pas être rédhibitoire. Parce que l'objectif, c'est de protéger un maximum. Alors si là, par exemple, une entreprise nous écoute, est intéressée pour aider justement des personnes qui sont en difficulté, victimes de violences, comment elle peut obtenir ce label ? Quelle est la première étape ? La première étape, c'est déjà de rentrer en contact avec nous. Donc on a un site, 125etaprès.org. On est très actifs sur les réseaux sociaux. Enfin, franchement, même moi, je trouve que je me vois trop, je peux plus me leurrer, pour être sincère. Donc c'est facile de me retrouver sur Internet. Quand elle fait part de son souhait, on lui soumet un questionnaire RSE qu'on a travaillé avec des experts, tout simplement pour évaluer la configuration d'une entreprise. Je ne vais pas conseiller les mêmes actions à une entreprise comme Veolia, par exemple, qui est composée à 80% d'hommes éparpillés sur le territoire, qu'à Céline ou Dior, où c'est une grande majorité de femmes, plutôt dans des quartiers favorisés. Donc, je schématise. Il y a vraiment une étude pour chaque entreprise. Exactement. C'est quel est son niveau de maturité sur le sujet, qui sont ses parties prenantes, etc., etc. Enfin, c'est une étude qu'on leur soumet, on étudie les résultats et on leur propose les 3 actions prioritaires pour elles. Selon nous. Combien d'entreprises vous ont rejoint déjà ? Est-ce que vous avez des chiffres ? On est déjà... Alors, je considère, moi, que, en fait, ce travail est venu après 2 ans de conférences en entreprise, de formation en entreprise, où je me rendais compte qu'en fait, à chaque fois que je viens et que je raconte mon histoire, les activités de mon association, j'ai une file d'attente de victimes qui viennent me voir. Toutes les DRH ou responsables diversité n'en reviennent pas, que ce soit effectivement chez elles, que ce soit à La Défense ou dans le Puy-de-Dôme, c'est partout pareil. Donc toutes me disent à la fin, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc c'est à force d'entendre ce qu'est-ce qu'on peut faire que j'ai décidé de trouver une solution extrêmement pragmatique, parce que l'entreprise, c'est pas un gros mot de dire que c'est du business, donc il faut des solutions business. Ouais. Tout simplement pour pouvoir rentrer dans des cases et que ce soit pas juste de la bienveillance. Je fais un don cette année, mais l'année prochaine, je sais pas. Ça marche pas comme ça. Les victimes, on peut pas les laisser tomber. Un travail continu. Ouais. C'est un travail continu qui est, vérifié, puisque lorsqu'on confie les kits de mise en place des actions, il y a aussi ce qu'on appelle des KPI, c'est-à-dire des chiffres d'observation pour vérifier que ça marche, pour les faire évoluer de la meilleure manière. Alors, safe place en français, quand même traduire ce que ça veut dire. Un lieu refuge. Un lieu refuge, voilà, pour toutes les femmes. Et c'est important aussi en entreprise de se sentir... Les victimes. Il y a aussi des hommes victimes. Et je tiens à dire qu'on a aussi des idées reçues et que le deuxième tabou dans le tabou, ce sont les violences au sein des couples homosexuels. Ouais. Puisque autant c'est pas toujours simple quand on est une femme d'aller porter plainte contre son mari, c'est très dur d'être un mari qui porte plainte contre sa femme, mais alors d'être un mari qui porte plainte contre son mari, je peux vous dire que vous n'êtes pas toujours très bien reçu. Vous avez des chiffres justement de ces violences dans les couples homosexuels ? Alors en France on n'en a pas, il y en a très très peu. De ce qu'on observe dans les pays anglo-saxons, la proportion est la même que dans les couples hétérosexuels. Voilà. La soirée d'ouverture justement du mouvement Safe Place aura lieu mardi soir, donc mardi 3 juin à l'Olympia. Je crois que vous êtes déjà... Je fais l'Olympia, quoi. Bravo. Et je crois que vous êtes déjà vous m'avez dit 1500, c'est ça ? Ouais, il y a 1500. plus de 1500 personnes qui sont inscrites. Donc normalement, on remplit l'Olympia. Incroyable. Alors à quoi on doit s'attendre justement ? C'est quoi le fil rouge de l'événement ? C'est un spectacle que je voulais être un spectacle déjà. C'est pas une conférence avec du PowerPoint derrière. C'est un vrai show. Ouais.
qui représentent la société. C'est-à-dire que je voulais des voix qui émergent de tous les milieux. Il va y avoir des grands artistes, des grands CEO, mais également des opérationnels d'entreprises. Il va y avoir des victimes sur scène, il va y avoir des politiques, des ministres, des députés. Il va y avoir des grands témoins de la société comme Caroline Darian et son frère David Pellico, comme Clémentine Gallet du podcast Bliss. Enfin voilà, je voulais que ça ressemble à ce qu'est notre monde, qu'on entende toutes ces voix, qu'on soit toutes réunies pour un même objectif, mais surtout que les personnes qui vont assister vont repartir avec une solution dont ils pourront être les ambassadeurs et ambassadrices. Alors ça se passe mardi de 18h à 21h. Voilà, on ouvre les portes à 18h, le spectacle commence un peu plus tard. On peut encore s'inscrire. Il reste Hier, il restait une quarantaine de places, j'ai pas regardé. Eh bien, dépêchez-vous, les amis. Boulevard des Capucines, dans le 9e arrondissement. Il nous reste un peu de temps, Sarah, et je sais que vous souhaitiez aussi parler d'un sujet qui vous tenait particulièrement à cœur, la campagne internationale de prévention contre l'excision. On parle des parents protecteurs. C'est une campagne qui a été lancée le 17 mai dernier. Alors, qu'est-ce que c'est ? Exactement, à laquelle j'ai co-participé, puisque je suis partenaire de différentes associations qui militent contre l'excision. Les parents protecteurs, ce sont tous ces parents qui refusent que l'on impose à leurs petites filles ce qu'ils ont subi, ce qu'elles ont subi en tant que femmes, mais parfois ce que les papas ont vu leurs sœurs, leur maman subir. Et en fait, ces familles reçoivent énormément de pression de part des communautés, de part des officiels de village, etc., etc. Et c'est très important de les soutenir. Et leur message, c'est « l'excision s'arrête avec moi ». Et il y a énormément de dispositifs qui sont mis en place, comme des passeports, de vérification. Oui, parce que ça ne se passe pas que sur le continent africain. En Belgique, plus de 12 000 filles. En France, c'est 10 000 par an. 10 000 par an, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Et ça ne dit pas non plus toutes les petites filles qui partent. En fait, ce que j'expliquais, j'ai fait une conférence avec Djeria Touba, avec le GAMS, qui est le groupement d'associations contre les mutilations sexuelles et le mariage forcé. C'est une inversion, l'excision. C'est-à-dire que les vacances qui devraient être de la joie se transforment en un carnage, puisque c'est souvent là que ça arrive, que les mariages, les fêtes familiales qui devraient être des moments de partage sont des moments de trahison, puisque c'est là que ça arrive. En fait, voilà, c'est une inversion. Que les personnes en qui on est censé avoir confiance, les mamans, les grandes tantes, les cousines, sont celles qui vous trahissent et vous mutilent. Voilà, il faut savoir que lorsqu'on subit une excision, non seulement la vie sexuelle est impossible, mais les accouchements sont extrêmement dangereux. Eh bien, merci beaucoup d'en parler, Sarah Barouk, c'est important. Parents protecteurs, l'excision s'arrête avec moi, une campagne lancée au mois de 17 mai, donc il y a quelques jours à peine. N'hésitez pas à vous renseigner. Merci infiniment, Sarah Barouk, et bravo encore une fois pour ce mouvement dont on entendra encore parler, je pense. Merci infiniment. Merci, Lana.